On sort la loupe aujourd'hui pour analyser le contenu de la plaquette PCB dans ce routeur Link 6. Quand même beaucoup de matériel à couvrir, vous allez voir. Bidouilleur, salut! Occasionnellement, je mets la main sur un appareil qui contient assez de matériel d'intérêt pour en faire une vidéo d'apprentissage. C'est le cas aujourd'hui. Je viens de retirer du service ici à la maison ce routeur résidentiel Link 6 WRT54G version 2, pour être précis. C'est un classique cet appareil. Il s'en est vendu des millions de cette famille WRT54. Et vous pouvez aussi trouver du firmware, donc du logiciel de remplacement pour lui faire faire toutes sortes de fonctions pas initialement prévues par Link 6. Une belle petite boîte pour un hacker, croyez-moi. On serait porté à croire que toute l'électronique d'un tel appareil réside dans une seule puce et qu'il n'y a pas grand intérêt à analyser le contenu de la boîte. Eh bien non, il inclut beaucoup de champs d'intérêt que j'ai couverts dans mes vidéos passées. Il y a du microprocesseur, de la radiofréquence, de l'alimentation à découpage, des lignes de transmission sur PCB et j'en passe. Pour que tout soit bien clair sur les fonctions de ce routeur, regardons rapidement le schéma bloc du WRT54. Alors le WRT54G est constitué de 3 blocs principaux. On a le routeur au centre, c'est le cœur de la machine, microprocesseur, gestion des paquets TCP/IP et ainsi de suite. Et donc tout converge vers cet étage. On a du côté filaire, on a un commutateur Ethernet à 4 ports. Ce sont vraiment les connexions de notre réseau local dans la maison, d'accord? Donc les différents PC seraient connectés ici. Et c'est un commutateur, donc c'est donc du niveau 2 au niveau de la couche TCP/IP. Alors ça converge vers notre routeur évidemment. On a un port ici qui va aller, qui est séparé des 4 ports, qui va aller directement à notre réseau large, c'est-à-dire Internet, si vous voulez. Donc ça c'est un port séparé, un 5e port, 4 plus 1, 5. Ça c'est des ports filaires pour connecter avec des câbles réseau, câbles Ethernet. Et on a finalement la portion Wi-Fi qui est de 802.11 B ou G, donc c'est 10 mégabits par seconde ou 54 mégabits par seconde dans la bande des 2.4 GHz. C'est donc la partie Wi-Fi avec les antennes, la radio et ainsi de suite. Alors ça, c'est vraiment des blocs et on va les retrouver lorsqu'on analyse le PCB et on y va tout de suite sans tarder. Alors, désassemblage très facile, quelques morceaux de plastique, aucune vis, tout est emboîté l'un dans l'autre, même que le fond du boîtier est déjà attaché après la plaquette de circuit imprimé. Donc, peu cher vraiment, un peu onéreux à vendre un appareil comme ça. Alors, ça paraît que c'est un appareil de résidentiel. Alors, voici l'intérieur de l'appareil. Si je vous montre ça de façon assez schématisée comme le bloc qu'on a vu tantôt, le schéma bloc. Puis on a notre routeur ici, qui est une puce Broadcom. C'est un BCM 4712. Ça, c'est vraiment le cœur de la machine, avec sa mémoire RAM ici, sa mémoire vive et sa mémoire flash, la mémoire morte qui est juste ici. Ensuite, on a ici le commutateur, donc couche de niveau 2 au niveau de la couche TCP/IP, donc gestion d'adresse MAC. Et ça va gérer les ports qui sont ici, les 5 ports, donc les 4 ports de réseau local et le port pour monter sur l'Internet. Donc, ça serait la connexion à large bande ici. Alors, les 5 ports, donc à travers un commutateur. On a ici la partie radio, évidemment. On va regarder ça plus en détail tantôt. On a la partie radio. Donc, normalement, elle est recouverte par ici un petit couvercle. Question d'éliminer les radiations électromagnétiques, bien sûr. Donc, tout est dans une cage. Alors, ça, c'est les blocs principaux. On peut aussi ajouter l'alimentation ici. Bien, tiens, commençons donc par l'alimentation, pourquoi pas. Alors, l'alimentation arrive d'un bloc d'alimentation CC, passe à travers
des inductances pour faire du filtrage, bien sûr, pour éviter des radiations soit en entrée, soit en sortie, un fusible, un condensateur électrolytique de filtrage, quelques petits condensateurs pour filtrer les composants à très haute fréquence que le condensateur électrolytique ne peut pas filtrer. Et on passe ici au régulateur de tension à découpage, Bock, exactement la même configuration que vous avez vu dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps. Donc, conversion de tension abaissante. Alors, on prend quoi, 10-12 volts en entrée, on l'abaisse à 3,3 puisque c'est un régulateur de 3,3 volts. Et vous verrez évidemment qu'il y a le condensateur en sortie, l'inductance, la bobine principale, vous avez la diode Schottky qui est ici, vous avez d'autres petites pièces, des condensateurs de filtrage entre autres. Alors, ça, c'est la configuration exactement typique de ce que vous avez vu dans la vidéo précédente sur la mini plaquette convertisseur Bock. Alors ça, c'est l'alimentation et je crois que la plupart du circuit fonctionne partout à 3,3 volts. Il y a peut-être d'autres petits régulateurs, là, mais ils ne sont pas apparents. Ils ne sont pas très gros s'il y en a en tout cas. Alors maintenant, si je passe à la partie routeur, qui est le cœur, donc la puce Broadcom, ça, c'est vraiment un microprocesseur avec tout le support pour le routage d'intégrer dedans. Donc, ce n'est pas tout fait par logiciel. Il y a une partie matérielle, si vous voulez, pour la gestion des paquets TCP/IP. C'est intégré là-dedans. Il y a aussi la gestion de la Wi-Fi qui se fait aussi dans cette puce-là. Donc, c'est une puce qui est intégrée, microprocesseur et tout le reste, tout le tralala. Alors, je vous ai mentionné qu'il y avait de la mémoire flash, bien sûr. Le firmware, si vous voulez, et les configurations sont sauvegardées dans la mémoire flash. On peut donc faire une mise à jour du logiciel dans l'appareil et on peut aussi rappeler tout le temps les configurations spécifiques à notre réseau interne. On a bien sûr du découplage partout, tout autour et du filtrage pour l'alimentation tout autour de la puce. Le cristal quartz avec une fréquence de 48 MHz. Donc, ça, c'est évidemment la base de temps pour le microprocesseur, mais bien sûr, il y a un multiplicateur intégré. Ça peut rouler à 200 ou 300 MHz, cette puce-là, facilement. Alors, ça, c'est la partie routage, donc niveau 3 et plus, là, si vous voulez, dans la couche TCP/IP, dans les couches. Maintenant, ce qui est intéressant ici à voir, c'est qu'il y a deux ports. Et je peux vous le dire pour avoir fouillé un peu qu'un des deux ports, c'est un port UART et l'autre port, c'est un port JTAG. Et oui, le fameux port qui nous permet d'aller creuser très profondément dans le microprocesseur et souvent même connecté sur les mémoires pour découvrir comment c'est branché à l'interne, pour aller faire du déverminage et ainsi de suite. Donc ce port JTAG-là a permis de développer beaucoup d'autres logiciels compatibles, donc de d'autres marques, soit en open source, si vous voulez, du logiciel libre de tout droit. Il y en existe comme Tomato ou DDWRT. Alors, certainement que ceux qui ont fait ces développements-là ont utilisé le port JTAG et le port UART pour développer cela. Il y a 16 mégaoctets de mémoire, donc 2 fois 8 mégaoctets, total 16. Alors, ça, c'est la partie routage. Maintenant, je vous amène à la partie commutation. Le commutateur Ethernet a son propre cristal, celui-ci de 25 MHz. Et le commutateur Ethernet, lui, travaille de façon autonome. C'est plus comme un ASIC qu'un microprocesseur, si vous voulez. Donc, sa configuration interne, et je ne crois pas qu'elle soit modifiable. Il faudrait que je fouille pour cette puce, mais j'en doute fort. Alors, les différents ports Ethernet arrivent ici, par l'arrière, et passent à travers des transformateurs. Ce sont des transformateurs d'isolement, mais c'est plus. Ce sont des transformateurs, évidemment, qui roulent à 10 ou 100 mégabits par seconde, sans problème. C'est donc des transformateurs qu'on va dire broadband, donc à large bande. Et ils sont doubles. Chacun des boîtiers est double. Et il y en a un dédié, un simple, pour le 5e port. Et ces transformateurs-là, leur rôle, donc, je vous mentionnais, isolement galvanique. Donc, s'il y a des tensions CC qui arrivent sur le câble réseau, ben, ça ne viendra pas perturber
le circuit. Ça offre aussi, du même coup, une certaine isolation aux décharges électrostatiques, à la foudre, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a une isolation galvanique. C'est la beauté de la chose. En même temps, le transformateur va aussi faire une adaptation d'impédance pour s'assurer que ce qu'on envoie puis ce qu'on reçoit est bel et bien à une impédance de 100 ohms différentielle, puisque les câbles réseau de catégorie 5 là, et les plus récents ont habituellement une impédance de 100 ohms différentielle. C'est une paire torsadée. En fait, c'est 4 paires torsadées dans chaque câble. Donc, on fait aussi une adaptation d'impédance, ce qui est intéressant. Et il y a même aussi une certaine forme de filtrage en mode commun, puisqu'un transformateur va transférer son énergie du primaire au secondaire lorsqu'il y a courant différentiel passant dedans. S'il y a un signal en mode commun qui arrive aux bornes du transformateur, bien, il n'y aura pas de courant qui passe, donc il n'y aura pas de magnétisation et ça ne se transférera pas de l'autre côté du transformateur. Donc, il y a isolation, il y a adaptation d'impédance et il y a aussi isolation ou, si vous voulez, isolement en mode commun, donc de réjection des signaux en mode commun. Okay? Alors, c'est le gros avantage des transformateurs et la norme Ethernet les demande, qu'on le veuille ou pas. Ceci dit, on pourrait concevoir un système Ethernet qui n'aurait pas de transformateur. Ça se fait, pas de problème. Mais normalement, lorsque vous sortez à l'extérieur d'un appareil, vous devez avoir des transformateurs. Mais si vous aviez un signal Ethernet qui se promenait d'un point à l'autre dans un circuit, vous pourriez vous passer juste avec du couplage capacitif, un petit condensateur, ça ferait le travail sans problème. Bon, alors je vous amène maintenant du côté radiofréquence et je vais vous montrer de façon générale comment ça fonctionne. On a 2 antennes sur cet appareil et donc il y a diversité d'espace. Okay? Pourquoi? Bien, les signaux radiofréquence arrivent, celui-ci de ce connecteur-ci, arrive sur une piste directement. L'autre arrive par un câble coaxial. Okay? Et ils passent ici dans un petit commutateur, un petit interrupteur radiofréquence. Et donc, le système va choisir le signal le plus fort. Il va certainement aller en alternance entre les 2 antennes, puis lorsqu'il trouvera celui qui est le plus fort, bien, il va le garder. Et c'est comme ça que le système va choisir la meilleure des 2 antennes. Je me suis approché un peu. Alors, le signal ensuite va passer du côté de la cage, ici, et va pénétrer, va passer sur un étage de préamplification et un autre interrupteur, ici, commutateur, qui choisit entre l'émission ou la réception. Alors, ça ici, c'est un amplificateur radiofréquence. Donc, c'est le côté émission qui va passer dans le commutateur et qui va sortir. Et côté réception, lui, quand on reçoit, ben, au lieu d'aller vers là, le signal va simplement être envoyé directement à la puce ici de gestion Wi-Fi, si vous préférez en français. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne de façon générale, le circuit. Il y a ici, je vous ai parlé de préamplification, il y a une puce de préamplification pour la réception, pour s'assurer que le signal a une intensité suffisante, parce que ici, la puce n'a pas la sensibilité ni le niveau de bruit suffisamment bon pour recevoir directement le signal de l'antenne. Je vois ici des petites inductances, 2 petites inductances blanches. Je crois que ce sont des transformateurs. Mais je ne mettrai pas ma main dans le feu, c'est difficile de voir exactement ce qu'ils sont. Tout est extrêmement petit, on a des condensateurs ici 0,4, 0,2, donc c'est très très petit. La puce Broadcom ici qui s'occupe de la gestion de la Wi-Fi, donc c'est un transceiver, un émetteur-récepteur Wi-Fi, utilise un autre cristal. Celui-ci, je vais lire, c'est 20 MHz. Alors ça c'est la fréquence de l'oscillateur ici. Et bien sûr, il y a multiplication pour monter ça jusqu'à 2,4 GHz, puisqu'on parle d'un système 802.11 B et G, donc c'est dans la bande des 2,4 GHz. Alors ça, c'est la partie cage et radiofréquence. Du côté de l'émission, bien sûr, encore une fois, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une seule antenne qui est choisie pour l'émission ou c'est la même antenne que lorsque le choix se fait pour la réception. Parce que bien sûr, l'émission pour la réception se fait en alternance puisqu'il y a un interrupteur juste ici et on doit donc choisir. Donc, du côté de l'émission, probablement que le système choisit la même antenne que celle qui donne un bon signal de réception. On va regarder aussi rapidement le type de ligne à impédance contrôlée qu'on a ici.
Alors ici, on a visiblement une ligne de transmission de 50 ohms avec un peu de couplage à la masse de chaque côté. On voit que c'est assez rapproché. On dirait que la distance, donc l'espacement, est d'environ une largeur de piste, okay, de chaque côté avant d'atteindre les plans de masse. Parce que ça ici, c'est de la masse qui est en vert pâle. Ce qui est en vert foncé, c'est évidemment de l'isolant. Donc, il y a plein de masse de chaque côté de la piste. Alors, on dira que c'est un guide d'onde coplanaire. C'est le terme qu'on peut utiliser. Et bon, alors on utilise cette configuration-là en surface. Donc, une partie des champs qui sont en surface, mais les plans de chaque côté rapprochent ou rabattent, si vous voulez, le champ électromagnétique plus bas. Donc, il y a un peu moins de radiation quand même avec ce genre de configuration-là. Et évidemment, il y a une transition ici vers le câble coaxial directement pour aller jusqu'à l'autre connecteur d'antenne. Alors ça, c'est un des types de lignes de transmission. Un autre type ici qu'on a, ce sont des pistes différentielles. Vous voyez ici deux pistes qui s'en vont au transformateur qui est juste là. Alors, ces pistes-là auront la même longueur électrique. Alors, elles sont dessinées, elles se suivent parallèlement puisque c'est un signal différentiel. Lorsque le courant va dans cette direction-là sur une des pistes, le courant identique revient dans l'autre direction sur l'autre piste. Donc, on s'assurera que les longueurs sont égales pour que le signal arrive aux deux extrémités, donc au même moment, qu'il n'y ait pas de décalage. Alors, on a des pistes, encore une fois, on en a 4 qui vont aux 4 différentes sorties ici, plus une 5e paire de pistes, impédance contrôlée, qui vont se rendre au canal WAN, donc il allait pour le canal d'Internet, si vous voulez. Celui-ci, encore une fois, c'est une piste différentielle. On s'écarte avant d'arriver à la fin pour pouvoir se connecter à deux endroits, mais habituellement, on essaie de se coller le plus tôt possible ensemble pour faire une piste différentielle comme ça, à impédance contrôlée. Et dans ce cas-ci, comme dans l'autre cas, ici, il y aura un plan de masse en dessous. Pas seulement de chaque côté de ce cas-ci, mais dans une des couches inférieures dans la plaquette, il y aura un plan de masse qui servira de référence. Même chose pour ces pistes en surface que vous voyez ici et ici. Il y aura plan de masse juste sous le diélectrique à l'intérieur de la plaquette. Bien sûr, sur une boîte comme ça, on a souvent un bouton ici qui nous permet, un bouton à poussoir, qui nous permet de faire une réinitialisation du microcontrôleur. Donc, habituellement, ça fonctionne qu'on va alimenter l'appareil et on va maintenir ce bouton pesé pendant 5 ou 10 secondes, ce qui va faire une réinitialisation complète, qui va effacer les configurations. Alors, cet appareil, avoir les codes sur les différentes puces, ça semble avoir été un appareil bâti en 2004. On voit à beaucoup d'endroits 0414, donc 14e semaine de 2004 pour cette puce-ci. Mais si vous faites le tour, vous allez voir qu'il y a énormément de 04 un peu partout. Même celle-ci aussi a un 04 juste ici, 0424. C'est à l'envers, je suis désolé. Même le régulateur de tension a un 04-211, donc probablement, ça serait le 04 semaine 21, la première journée de la semaine, quelque chose du genre. Alors, c'est un appareil qui a été visiblement construit en 2004. Alors, c'est quand même assez bien fait. On utilise des pièces très petites. Le coût d'une telle plaquette ne doit pas être très élevé. Toutes ces puces ne coûtent que quelques dollars chacune, les plus onéreuses, et quelques sous pour le reste des composants. Et donc, c'est un appareil qui devait se vendre peut-être à moins de 100 $, ça c'est pas mal certain. Et bien, ça a quand même gardé sa valeur si on considère que cet appareil-là est hacké. Donc, les hackers se lancent à cœur joie avec cet appareil, puisqu'il y a moyen d'y faire toutes sortes de fonctions intéressantes ou d'écrire du code différent, donc du firmware. Entre autres, du firmware pour faire de la radio amateur, un réseau maillé, ça s'est fait déjà. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai ce routeur ici. Voilà, c'est l'essentiel que je voulais vous montrer sur cette plaquette. J'espère donc que vous avez apprécié le niveau de l'analyse. J'aurais pu bien sûr parcourir les fiches techniques des différents composants sur la plaquette,
mais je ne crois pas que le bénéfice aurait été aussi grand pour une grande majorité d'entre vous. Alors, je garde l'œil ouvert pour une analyse d'autres produits lorsqu'il y aura quelque chose à montrer. Entre-temps, continuez d'être curieux, de fouiller, d'expérimenter. C'est la bonne façon d'apprendre. Merci et à la prochaine!